Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 17e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui au sommaire, les mondiaux d'aviron sur ergomètre, bien évidemment. Sidi Ali Boudina et Amina Rouba sur le podium. On reviendra sur ses résultats historiques. Sidi Ali Boudina, 30 ans, est toujours performant. Le secret de sa réussite dans le portrait que lui a dressé Sarah Derbal. Les deux sélections nationales de boxe masculine et féminine en stage de préparation à Alger avant de rallier la Turquie pour un tournoi de préparation en présence des meilleurs mondiaux. On parlera également de karaté et d'une espoir qui a pour nom Lubna Moukdes. Ses objectifs à court et à long terme dans un portrait que lui a consacré Linda Teboul. Et puis dans la deuxième partie, on évoquera la relation entre l'inactivité durant les mois de confinement et les blessures chez le sportif. Un dossier traité avec médecin du CNMS, Centre national de médecine sportive, par notre collègue Fatah Abada. Tout cela avec nos invités, notre consultant maison, qu'on retrouve avec grand plaisir chaque lundi. Nordine Hanni. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mortar, donc un plaisir qui est habituellement partagé, puis bonsoir à tous ceux qui nous regardent tous les lundis, donc voilà. Et ils sont très nombreux à nous encourager chaque lundi. Pour ce 17e numéro, nous avons le plaisir de recevoir nos amis de la Fédération algérienne d'aviron. Tout d'abord, très heureux de recevoir Assia Sadri, elle est directeur technique national donc de la discipline. C'est un plaisir que vous soyez parmi nous. Marhaba bik. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est la directrice technique nationale de la Fédération d'aviron. Voilà. Il faut mieux corriger. Voilà. Galidi Mohamed Riyad, entraîneur national, ancien athlète, ancien olympien. Vous avez fait les Jeux de Pékin et cette fois-ci vous êtes entraîneur national. Vous venez de décrocher avec la compétition et c'est tout logiquement que vous avez enchaîné en devenant entraîneur. Merci national. pour l'invitation et tout à fait, c'est ça. Très bien. Ouais. Avec vous, avec grand plaisir. Surtout, on va revenir sur ces résultats historiques. 3 belles médailles enregistrées par nos deux meilleurs, il faut le dire, Sidi Ali Boudina et Amina Rouba. Médaille d'argent et médaille de bronze pour Amina et Sidi Ali, médaille de bronze. Pour vous, c'est un résultat certainement historique. Vous vous attendiez à ce résultat ? C'est un résultat historique. Bon, tout d'abord, je voudrais expliquer à nos chers auditeurs qu'il y a eu avant ça, il y a eu un championnat d'Afrique qui était qualificatif au championnat du monde. Donc là, on a eu la participation de beaucoup d'athlètes. Entre autres, on a aussi travaillé avec... on a introduit le para-aviron. Pour la première fois dans le para-aviron. C'est mademoiselle Nedjoua Gharbi qui a participé dans le championnat du monde. Elle a été championne du monde sur 500 mètres. Elle a eu la première place. Oui. Elle a été 6e sur 2000 mètres. Très bien. On revient aussi sur le temps exceptionnel qu'a fait Sidi Ali Boudina, oui. Où il a été classé à la 3e place. Et c'est aussi un honneur pour nous d'avoir un athlète comme lui. On a eu aussi d'autres athlètes, Amina Rouba, qui a été aussi classée 3e place sur 500 mètres. Oui. Et deuxième place également sur... Deuxième place en master 39 ans. 30-39 ans. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'elle a été classée 6e en 2000 mètres, sur 2000 mètres. Sur une vingtaine de concurrentes. Elle qui avait déjà réalisé une belle performance à Rio, on se souvient. Exactement. Elle est quart de finaliste. Exactement. Vous avez parlé de track, vous en avez moins que nous. Hein. Si j'en ai. Je vous assure que le track il y est. Il faut rappeler que c'est une première. C'est la première fois et c'est un plaisir de les recevoir. C'est-à-dire qu'en fait, l'an dernier, ils ont aussi participé. Sidi Ali Boudina, il a amélioré sa prestation. L'an dernier, il a été classé 6e. Cette année, il a été classé 3e et c'est une excellente chose. Voilà, l'avis de Mohamed Riyad Galidi sur Sidi Ali Boudina surtout, qui est en super forme ces 2 derniers mois avec un titre africain, record d'Afrique et 2e au championnat de France et il termine avec cette belle médaille de bronze. Sidi Ali, il confirme son très bon niveau parce qu'il a toujours été bon athlète, il a toujours été le meilleur dans sa catégorie ici en Algérie et surtout en Afrique. Et l'année passée, comme vient de le dire Madame la DTN, il s'est classé 6e.
Là, cette année, il finit à la 3e place. Bon, nous, on s'en doutait un peu. Bon, on était on avait tellement hâte que ça commence les championnats du monde. Parce que vu les chronos qu'il avait fait au championnat de France et par rapport aux concurrents qu'il avait au championnat de France, Sidi Ali, vraiment, il leur a tenu tête. Il a fait un excellent parcours. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a tous vibré avec lui sur YouTube parce qu'il était en streaming en direct et ça promettait. Là, au championnat du monde, il confirme son très bon niveau, sa très bonne préparation cette année. On sait que Sidi Ali, quand il est dans de très bonnes conditions, quand il a les moyens pour se préparer convenablement, on sait que c'est quelqu'un qui est toujours à la hauteur. Vous connaissez son oncle? Mais justement, on le connaît depuis très longtemps que déjà il ressemble à Yacine. Donc c'est pas un secret. Il a surtout le tempérament de gagneur. C'est ça, il faut toujours l'avoir. C'est ça le sport de haut niveau, c'est la concurrence, c'est toujours vouloir. Moi, ce que je dis aux athlètes, c'est le jour de la compétition, il faut penser qu'à soi. Il faut être égoïste. Le jour de la compétition, on ne pense pas à mille et une choses. C'est ça. Même si c'est un sport qui est très dur, qui est très exigeant, le jour de la compétition, on ne pense pas à X ou à Y. On reste concentré sur son objectif et on fait ce qu'on a l'habitude de faire. Il a aussi la chance d'avoir un entraîneur comme Garidi, qui est un ancien coéquipier. Qui est un ancien coéquipier, qui connaît bien Sidi Ali, qui connaît l'aviron. Et puis il ne faut pas oublier donc, tout ce qu'a ramené Madame la DTM. Depuis 2016 parce qu'il y a eu, il faut le dire, il y a eu beaucoup de changements entre l'ancienne fédération et cette fédération, puisqu'il faut le rappeler, Sidi Ali avait voulu arrêter à un certain moment. Je pense que là, il revient en force parce qu'il est soutenu par cette fédération. Heureusement, on va revenir sur ce malheureux épisode, la période où il avait annoncé son retrait de la compétition. Sidi Ali Boudina, certes, c'est le chef de file de l'aviron algérien, mais il n'y a pas que Sidi Ali Boudina, il y a des athlètes prometteurs, d'où la participation de 10 représentants algériens. Oui, il y a eu la participation de plusieurs athlètes, entre autres des athlètes tels que l'athlète Benchadli Nihed, qui est le futur talent de l'aviron, parce que on a eu un petit souci d'internet où elle n'a pas pu faire sa course de 2000 mètres, mais elle a fait sa course de 500 mètres, où elle s'est classée 7e. Quand je dis 7e, c'est-à-dire 7e, ça paraît quand même. Mais c'est un championnat du monde avec beaucoup de participants. On a aussi le cas de l'athlète Belhadj Mohamed Boussif, où il s'est classé 10e sur 2000 mètres, et c'est un athlète senior poids léger. On a aussi un athlète moins de 23 ans, Qasmi Mohamed Sultan, où il s'est classé 9e sur 2000 mètres et 12e sur 500 mètres. Son coéquipier aussi, Fatah Ayman, sur les moins de 23 ans. Et quand je dis moins de 23 ans, c'est-à-dire c'est la relève, exactement, où il s'est classé 13e sur 2000 mètres et 15e sur 500 mètres. Voilà, donc c'est de bons résultats. On aurait voulu avoir d'autres aussi athlètes, mais bon, avec en fait la préparation, voilà, exactement. Il y a d'autres athlètes qui ont fait des tests ou qui se sont très très bien, ils ont amélioré leur temps, et là on est régulièrement en stage avec nos entraîneurs nationaux, donc on essaye de maintenir un peu le niveau de nos athlètes pour qu'on puisse représenter dignement l'Algérie. Ça a été difficile pour vous de gérer la période de confinement, surtout avant qu'il y ait cette décision du ministère de la Jeunesse de reprendre les compétitions en plein air? Très difficile. Le plus dur pour un entraîneur ou bien pour une fédération, c'est ne pas avoir d'objectif. C'est ce qui est très dur. La base de notre sport, c'est ça, c'est avoir des dates bien précises et des objectifs bien clairs. Là, on s'est retrouvé du jour au lendemain à travailler dans le vide et à avancer dans le noir et à essayer de combler le vide. C'est vraiment très compliqué par rapport à ça. Entre-temps, il y avait Sidi Ali Boudina qui avait la chance de se préparer en France. Heureusement, d'ailleurs pour lui, puisqu'il est qualifié pour les Jeux Olympiques. Sidi Ali Boudina, cet Olympien qui a participé à Rio, il est qualifié cette fois-ci à Tokyo pour les Jeux de Tokyo. Il rêve de réaliser d'autres grands résultats. C'est le portrait que lui a dressé notre collègue Sarah Dermel. Quand il est dans son skiff, il est dans sa bulle. Sidi Ali Boudina est le plus rapide des rameurs algériens, le plus endurant, mais aussi le plus titré.
Son premier sport n'est pourtant pas l'aviron. Il a entamé une carrière en natation à l'âge de 4 ans, forcé d'arrêter 10 ans plus tard pour se consacrer à ses études. À 16 ans, le gamin rêvait d'une carrière sportive. Il s'est donc intéressé à la planche à voile. Mais comme le destin fait bien les choses, son histoire avec l'aviron est une belle coïncidence. Mes débuts à l'aviron, ce fut un pur hasard puisque c'est mon père qui s'est trompé en m'inscrivant à l'aviron au lieu de la voile. C'était mon sport, c'était le sport que je voulais pratiquer. Et mes débuts étaient en 2016 à l'âge de 16 ans au Sport Nautique d'Alger, mon club formateur et mon club de toujours. Donc voilà, après je suis parti en 2011 en France pour m'améliorer physiquement et m'améliorer techniquement aussi et pour progresser. À 30 ans, Sid Ali pèse plus de 20 titres, dont une médaille de bronze au championnat du monde 2021 et 10 titres africains. Le rameur a battu le record africain en décembre 2019 avec 6 minutes, 12 secondes et 7 centièmes. Un mois plus tard, il réussit à améliorer son record au championnat de France où il obtient une médaille d'argent en 6 minutes, 12 secondes et 1 centième. Sa dernière réalisation fut la médaille de bronze de l'épreuve des 2000 mètres légers des championnats du monde d'aviron ergomètre. Cette dernière reste historique pour le toujours jeune skipper algérien. Ce qui est de mes titres, je suis 10 fois champion d'Afrique, plusieurs fois champion arabe, quart finaliste aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Je suis médaillé de bronze dernièrement en 2021 au championnat du monde indoor, sixième mondial, 2 médailles de bronze à la régate internationale d'Italie et champion d'Algérie de 2008 jusqu'à notre jour. Voilà. Le podium olympique constitue son plus grand rêve. Il participe pour la première fois dans des JO en 2016 et termine quart de finaliste. Un résultat jamais réalisé auparavant. Sid Ali se prépare pour le prochain rendez-vous mondial et espère lever haut le drapeau algérien en compagnie de son coéquipier Kamel Aïd Daoud. Moi, j'ai eu l'occasion et la chance de participer déjà aux Jeux Olympiques pour une première pour moi à Rio 2016 où j'ai fait quart finaliste. Et là, j'entame mes deuxièmes Jeux de Tokyo et j'espère, pourquoi pas, créer la surprise. Présenter l'Algérie, pour moi, ça a toujours été un honneur. C'est quelque chose de fort qui est ancré en moi. C'est mes parents qui me l'ont transmis déjà. On est tous fiers d'être algériens et fiers de hisser le drapeau algérien le plus haut possible. Et j'espère le faire le plus longtemps possible. Et pourquoi pas aux Jeux Olympiques. Ah, très joli portrait signé Salah Delbel de Sid Ali Boudina, notre champion en aviron. Il est fier, le tonton? Écoutez, tous les jeunes Algériens, vous leur donnez les moyens, ils peuvent réaliser ce qu'a fait Sid Ali. Donc je ne le considère pas comme un neveu, mais comme un jeune Algérien qui est en train de prouver qu'on peut réussir. Je sais que, vous savez, l'aviron, c'est, contrairement à d'autres sports, il y a des sports qui le ressemblent, c'est qu'il y a l'athlète et il y a l'engin, il y a le matériel. Donc il faut que les deux aillent ensemble. Si vous travaillez fort et que votre matériel est caduque, ouais. C'est ça, je pense, le plus gros problème de la Fédération d'aviron. Je pense qu'avec un matériel plus sophistiqué, nos jeunes, que ce soit Sid Ali ou les jeunes qu'a annoncé Madame,
peuvent réaliser d'énormes choses. D'ailleurs, on a perdu une autre place pour Tokyo, vous me l'avez dit tout à l'heure, chez les dames. Oui, le double scull poids léger, femme. Il y avait Amina Rouba et Nawal Chiali lors de la régate qualificative en Tunisie. Oui. Eh ben, elles ont eu un problème de pelle, c'est-à-dire les rames se sont cassées et donc elles ont perdu la qualification. C'est pour ça que... Or que juste après, il y a eu, en fait, la compétition s'est déroulée en deux temps. Il y a eu la régate qualificative pour les Jeux Olympiques et tout de suite après, il y a eu les championnats d'Afrique. Alors, lors des championnats d'Afrique, elles ont été médailles d'or. Et largement. On vient d'écouter donc Sidi Ali Boudina parler de ses débuts, de ses objectifs, mais il n'a pas tout dit. On va le retrouver à travers Skype à partir de Nantes. Il est avec nous en direct. Sidi Ali Boudina, bonsoir. Bonsoir à vous, Mortal. Bonsoir à tous les invités. Au coach, à la DTN et à mon oncle. Voilà, donc Sidi Ali. Alors, le concernant, donc, ils ne sont pas habitués, contrairement à toi. Toi, tu es habitué à 52 chronos. Ouais. C'est un réel plaisir de te retrouver encore une fois. Déjà, félicitations pour cette belle consécration, toi et Amina Rouba. Merci, c'est gentil. Alors, tes impressions, ça a été difficile pour toi, certainement, pour décrocher cette troisième place? Oui, ça a été difficile, ça a été long déjà, long d'attente parce que les championnats du monde, c'était au mois de février. Et c'était clairement l'objectif avant les Jeux Olympiques. Donc, je me suis préparé depuis le mois de septembre. Donc, du coup, c'est de longues heures d'entraînement, de sérieux, d'efforts physiques et qui ont au final abouti à quelque chose. Et là, avec les résultats réalisés au championnat d'Afrique, au championnat de France et cette fois-ci au championnat du monde, on peut dire que tu as fait un grand pas vers les Jeux de Tokyo. Pardon. En fait, ça prouve que je suis assez constant du mois de décembre jusqu'au mois où j'ai pu progresser en quelques dixièmes de seconde en janvier. Et je reste assez constant en faisant 6-12 à chaque fois. Donc, franchement, c'est de bon augure pour la suite. Donc, ce qui est important pour toi, c'est la régularité. Oui, c'est très important. La régularité, c'est le plus important chez un sportif de haut niveau. Très bien. Pour arriver le jour J très en forme et pourquoi pas créer la surprise, pardon. Nordine Hani parlait de l'excellente relation et l'excellent rapport avec la DTN et surtout l'entraîneur national. Tu confirmes? Oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Tu n'as pas intérêt à dire le contraire. Faut dire le contraire. Au contraire, faut dire la vérité. Oui, c'est la vérité. Sincèrement, on connaît ta franchise. Ben oui, l'entraîneur m'appelle souvent. On s'est eu au téléphone la veille de la compétition. Donc il m'encourage, mais il me connaît parce qu'on a ramé ensemble. Oui. Donc il connaît très bien mes défauts et mes qualités. Il sait employer les mots justes pour me motiver et me redonner confiance en moi. Donc c'est parfait. Moi, je vais juste te poser une petite question. Je vais laisser donc la DTN et l'entraîneur te questionner parce qu'ils doivent vouloir découvrir beaucoup de choses. L'arrivée de Kamel Aïd Daoud qui va te rejoindre, donc c'est quelque chose de bénéfique pour toi? Oui, bien sûr, c'est quelque chose de satisfaisant. Comme ça, on pourra entamer le travail ensemble et préparer la dernière ligne droite avant les Jeux de Tokyo. Donc c'est très bénéfique pour nous l'arrivée de Kamel. Une question de Madame la DTN peut-être, ou surtout des félicitations, peut-être vous l'avez eu au téléphone. Moi je l'ai eu au téléphone, je l'ai félicité et je le refélicite encore une fois. كما يقولوا نورتنا et t'as rehaussé l'aviron et c'est très bien pour la suite surtout. C'est-à-dire que tu garderas le moral pour la suite, c'est surtout ça. Voilà. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée de Kamel, vous allez commencer à travailler, il restera pas grand chose et donc il faut continuer pour avoir de bons résultats, Inch'Allah. Bien sûr, Inch'Allah. Merci, madame. Voilà, Mohamed. Sidi Ali, on se parle souvent, il sait comment je pense, moi je sais aussi comment il raisonne, donc c'est important le vécu que... C'est ça, c'est très important. Moi avec Sidi Ali, je lui parle franchement, quand il y a un problème, c'est ça, on parle aviron, on parle la même langue, on parle des choses concrètes, on ne tourne pas autour du pot, on se dit les choses comme elles sont.
Et comme elles viennent, d'abord c'était un ami avant d'être athlète au sein de notre club ou bien au sein de l'équipe nationale. C'est quelqu'un qui a toujours prouvé qu'il était au top, c'est quelqu'un qui a toujours gagné sa place. Et gagner sa place c'est sur le parcours et non pas par les paroles ou bien quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a toujours été performant. Sidi Ali, à 5 mois des Jeux, c'est certainement une éternité pour vous? Des nuits blanches à passer? Une nuit blanche, pourquoi? Non. Des nuits blanches à passer pour préparer surtout psychologiquement le rendez-vous de Tokyo. Surtout pas de nuit blanche. Bah oui, non, mais on va se remettre à l'entraînement. D'ailleurs, je me suis remis, là, je sors de l'entraînement, donc là, on va se remettre sérieusement. Il y a le régime qui rentre aussi en place, donc il va falloir être sérieux sur ça aussi. Et je pense qu'on a déjà ramé ensemble avec Kemal, on se connaît très bien. Par rapport à la coordination, on n'a aucun problème par rapport à ça. Donc ça, c'est déjà un avantage pour nous deux. Après, il va falloir travailler les kilomètres ensemble. C'est ce qui fera la différence au final. Très bien, la différence au final est surtout que tu dois tout miser pour ces Jeux de Tokyo, n'est-ce pas? Oui, je vais pas me projeter pour l'avenir, mais c'est important ces Jeux. Au début, les Jeux de Paris, il n'y avait pas de double poids léger, il a été retiré, mais au final, ils viennent d'annoncer qu'ils vont laisser les poids légers jusqu'aux Jeux de Paris. Donc ça laisse 4 ans, mais on a encore le temps de réfléchir. Je ne sais pas si je vais continuer ou pas, mais l'objectif principal reste Tokyo et on va se focaliser sur ça d'ailleurs. Tu n'as pas regretté d'avoir repris apparemment d'être revenu sur de meilleurs sentiments? Non, j'ai pas regretté, franchement, c'est reculer pour mieux sauter et le résultat est là, je suis très content et je suis très satisfait. Voilà, et on continuera à t'encourager, Sidi Ali Boudina. Un dernier mot peut-être? Inch'Allah. Je voudrais remercier tout le monde, merci à vous Mortal, à mon oncle, à l'entraîneur, à la DTN, à la fédération en général de m'avoir encouragé et surtout de m'avoir permis, une fois dans la carrière, de réaliser mes entraînements du mois de septembre jusqu'à maintenant, sans coupure. Et ça, c'est vraiment un avantage pour un athlète et c'est que comme ça qu'on peut faire du haut niveau. Merci Sidi Ali et bonne chance, on va te dire, pour la suite de ton parcours. Voilà, c'était Sidi Ali Boudina, le grand champion et sympathique surtout. On a senti qu'il y avait une très bonne relation avec vous deux surtout. Excellente. Ouais. C'est le cas avec tous les athlètes? Vous comptez sur ça? Pardon. C'est pas ce qu'elle me disait tout à l'heure. Il y a eu des petits. Oui, c'est dans le cadre du travail, dans le cadre. C'est des hauts et des bas comme tout le monde, je suppose. Bien sûr. Nous, en aviron, on fait beaucoup de stages et les stages sont très longs. Donc, des fois très lent et lassant. Vivre ensemble, ça devient lassant à un certain moment. Oui. Et c'est des choses qui sont logiques. Mais bon, après, dès que le stage se termine, quand on rentre chez nous, tout s'oublie. Il y a la sagesse qui intervient. C'est ça. C'est généralement des histoires de stage. Et je pense que tous ceux qui ont fait des stages de longue durée, dans un espace clos, ils savent que c'est pas facile à vivre. Mais bon, on apprend à vivre ensemble et à travailler surtout et à avancer ensemble. Dans le bon sens surtout, vers des objectifs. Surtout quand on sent la complicité entraîneur-entraîné, c'est très important dans tous les sports. Quand il y a une certaine complicité, quand il y a une entente entre celui qui entraîne et celui qui est entraîné, ça ne peut que faire progresser les choses. Sidi Ali, son problème, c'était pas un problème d'ordre entraînement, c'est beaucoup plus personnel. Il faut lui parler, il faut savoir qu'est-ce qu'il est en train de penser, parce que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup et il faut déchiffrer ce qu'il est en train de penser. Nous, par notre expérience et par notre vécu ensemble, on sait dès qu'il commence à cogiter, on le prend à part et on commence à lui parler pour anticiper toutes les situations. Et ça a fonctionné et c'est des choses qui sont naturelles. Un entraîneur, il a affaire à des êtres humains, ils ont des soucis, ils ont des problèmes, ils ont des hauts et des bas. C'est ça, il faut gérer l'humain, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le métier d'entraîneur. C'est important ce qu'il dit, il nous donne carrément les images l'image de ce vécu. Absolument, donc c'est ce que je disais au départ. Donc si vous ne comprenez pas votre athlète, si vous ne savez pas quels sont ses véritables problèmes, que ce soit des problèmes d'entraînement et peut-être même des problèmes personnels. Des fois on va chercher même dans les problèmes personnels. C'est très important. Donc il y a une confiance qui s'instaure, donc il viendra se confier vers vous et il vous écoutera
il écoutera vos conseils et ça ne pourra qu'être bénéfique pour les deux. Tout à fait. Pour l'entraîneur et pour l'entraîneur. Tout à fait. Alors, vous restez avec nous, vous connaissez le principe de 52 chrono, c'est également les autres actualités sportives et les autres sports, et ça va certainement vous faire plaisir, Madame Assia Sedri. Cette bonne nouvelle concernant notre collègue Dunia Hadjab, qui a été réélu pour un nouveau mandat, on va voir les images si vous permettez, olympique à la tête de l'Association nationale pour la promotion et le développement du sport féminin, c'est important pour la gente féminine. Hadjab a récolté 27 voix contre 14 pour l'autre candidate, Taous Ben Abid. Un commentaire? Ben, je tiens à la féliciter. D'ailleurs, je l'ai félicité hier au niveau des fédérations. Donc, je tiens à la féliciter personnellement, déjà pour le sport féminin. Elle fait beaucoup de choses. Et voilà, d'ailleurs, elle a fait énormément pour le sport féminin. Et puis, pour la suite, pour le prochain mandat, Inch'Allah, beaucoup de réussite. Et c'est la principale fondatrice de cette association. L'association a été fondée, puisque j'ai fait partie de l'association donc de la femme au niveau de la Ouïa d'Alger, c'était Feu Merahba Assir, la Yarhama. Exactement, la Yarhama. C'est elle qui a beaucoup donné. Et puis par la suite, après la mort de Assia, donc Dunia Hadjab est venue. C'est une dame qui connaît le sport de par son métier donc, de journaliste sportif. C'est une femme qui arbitre en judo, qui fonce, qui ouvre toutes les portes. Elle a cet avantage de faire toutes les portes. Elle est partout, que ça au ministère et tout. Donc ça peut être qu'une bonne chose. Elle sait convaincre les sponsors, les autorités. Absolument. Donc c'est une bonne chose que Dunia soit maintenue. Donc si elle a eu 27 voix, c'est que les autres associations de wilaya ont compris le rôle de Assia. Et puis c'est bénéfique pour toutes les associations de wilaya. Et puis ça se voit, donc le travail qu'elles sont en train de faire. Moi j'ai eu l'occasion donc de travailler avec ces associations-là. Ce qu'elles font, c'est vraiment magnifique. On va écouter Dunia Hadjab au micro de nos collègues de la chaîne nationale. أشكر كل أعضاء الجمعية العامة على تجديد الثقة لعهدة أولمبية ثانية، وهذا يدل على أنه احنا راح نكملوا في استمرار البرنامج اللي سطرناه منذ 2017 اللي كانت النقطة الجد مهمة هي إعادة الاعتبار لكل الجمعيات الولائية التي الانطلاقة كانت ب 12 ولاية، واليوم إن شاء الله رانا في 46 ولاية، وما دام الدولة الجزائرية فتحت مناطق الظل وبالضبط يعني الولايات المنتدبة إن شاء الله في هذه العودة نوصل إلى 58 ولاية، ويبقى الهدف يعني بين قوسين أنه النهوض بالرياضة النسوية على مختلف شرائح المجتمع. Voilà, elle est importante, madame, donc cette association pour le développement, selon vous, sport féminin. Bien sûr qu'elle est importante, bien sûr, parce que bon, on a tendance un peu à négliger le sport féminin, parce qu'en fait, il faut dire que bon, un garçon, c'est facile, il va, il s'entraîne, mais la fille, elle a beaucoup de contraintes. Surtout dans notre société. Exactement, exactement. Donc il faut suivre de très près. Certaines régions, on interdit carrément la pratique sportive à une fille. Oui. Surtout qu'il faut expliquer aux gens que ces associations ne concerne pas les filles qui font de la pratique sportive dans des compétitives. Hein. Ouais. C'est pour la femme au foyer, c'est pour la femme dans les zones de l'ombre, comme on les appelle. Donc, il y a beaucoup... Elle travaille beaucoup avec les associations, avec... Je me rappelle que lors de la décennie noire, ces associations ont réussi à faire du sport à des femmes dans des régions isolées. Ça, je peux en témoigner. Donc, c'est magnifique ce qu'elles font. Tout à fait d'accord, on peut qu'être d'accord avec ça, surtout déjà par rapport à nous, en notre discipline, en aviron, le plus grand nombre de médailles qu'on a eu au niveau africain, c'était des femmes qui l'ont fait, donc c'est ça, c'est Nawal Chiali, Amina Rouba, Benchadli Nihad, Houda, Nord Houda, Saadoun, donc c'est toutes ces filles qui ont fait beaucoup de très belles... C'est ça. Ils ont écrit les belles pages du sport national. Elles se sont battues même dans des moments difficiles. Et on revient avec grand plaisir à chaque fois. On se remémore la belle médaille de Hassiba Bouloumarqa lors des Jeux Olympiques de 92 à Barcelone et des Mondiaux de Tokyo en 91, où c'était vraiment une période difficile à vivre pour l'Algérie. Elles seront également présentes dans la discipline de la boxe. Elles sont 2 qualifiées.
Transition toute faite pour revenir sur le stage qui a débuté hier des deux sélections nationales de boxe donc du 28 février au 13 mars avant de rallier la Turquie pour la seconde partie du stage où il y aura également un tournoi de préparation avec la participation des meilleurs boxeurs et boxeuses mondiaux et mondiales. Le 7 avril, il y aura le retour de Turquie pour une semaine de stage de regroupement ici à Alger avant de reprendre la préparation. Et on compte qualifier une autre athlète, à savoir Ishraq Chaïb. Voilà, on s'arrête pas pour concernant la boxe Nordin-Hani. Il y a des stages répétitifs pour un seul objectif, Tokyo 2021. Oui, c'est un retour, hein, on l'avait dit, c'est un retour de la compétition sportive dans toutes les disciplines. Hein. Le Covid, la Covid plutôt a fait du mal au sport algérien. Nous sommes restés très longtemps à attendre la reprise. Maintenant, il y a une reprise, on voit, il y a des résultats qui tombent. L'aviron, on vient de le voir. La boxe, ils sont en train de se préparer. Il y a des Jeux Olympiques à l'orée. Mais il ne faut pas oublier que le plus gros objectif de l'Algérie, dommage que l'aviron n'y sera pas, c'est les Jeux méditerranéens d'Alger, donc en 2022. Donc on se prépare déjà pour ça. Oran. Et on se prépare pour cela et c'est une bonne chose que les choses reviennent à la normale. Et on arrive à la partie portrait. Et le portrait est consacré cette fois-ci à une espoir du karaté algérien, à savoir Mokdad Loubna. Elle a été championne d'Algérie, championne d'Afrique, et là elle ambitionne de jouer les grands rôles, notamment dans les grands rendez-vous mondiaux, championnats du monde et Jeux Olympiques. C'est le portrait qui est signé par Linda Tepoul. مقداس لبنى 23 سنة لعبت في الكاراتيدو من فريق أومبي بأرتوتا والفريق الوطني لأكثر من 68 كيلوغرام. مع الأول حنا بابا دخلنا 3 بنات ومن بعد انا واختي وحده حبسنا وحده كملت مداكيش اختي هذيك بدات تنجح شامبيون دالجيري شحال بداو يعرفوها بدات هي تتحسن بديت نغير ما نكذبش عليك دخلت عاود وليت دخلوني بيان سور بابا دخلني عاود وليت من داك الصروحي نقدر لي زونترينور داروا فيا كونفيونس بديت ندخل شامبيون دالجيري العام الاول شامبيون دالجيري كنت صغيره ومن بعدك قعدت كل عام تزيد تطمعي تزيد تجيبي اكثر من لي تيتر كل عام تزيدي تعرفي على عفسه جديده في الكاراتي باش كملت وليت ما نقدرش نستغنى على الكاراتي بديت في بيرتوتا قعدنا في بيرتوتا كملنا معاها وان شاء الله نكمل معاها ملي كنت صغيره شامبيون دالجيري بعدك عام ولا عامين انا عطيتهم برك ما خرجتش في انترناسيونال حتى وليت سينيور تحصلت على بطله افريقيا 2020 بطله بار ايكيب 3 بلاس 2019 للان هذا واش تحصلت مازال العوام الجايين ان شاء الله يعني الان اني حابه الاولمبياد يعني ما بدايه قريبه بصح مازال كاينين لي شامبيون واحد اخرين مازال ما وصلتش ليهم كيما شامبيون داغاب لي جو ميديتيراني لي جو دو موند كاين شحال من لي شامبيون مازال ما حضرت لهمش اني حابه يعني كاع الاسماء تاع لي شامبيون كاع يكونوا عندي ان شاء الله. Petite coupure à la fin, ça aurait été bien de laisser l'image parler. Voilà donc un petit rappel de Dounia Hadjab. Elle nous rappelle que Madame Assia Sedri est la seule femme DTN sur les 53 fédérations. C'est une fierté certainement. Oui, Pour vous et votre papa qui était un ancien de l'ISTS.
Oui, effectivement, je suis la seule femme directrice technique nationale au niveau de toutes les fédérations. Enfin, juste un petit mot par rapport au DTN des autres fédérations, c'est pas une mince affaire. C'est-à-dire, il faut vraiment. C'est un travail qui est quand même en travail technico-administratif en collaboration avec les entraîneurs. Et c'est un travail quand même assez difficile. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Métier de DTN. Métier de DTN. Ça dépend avec quel président on est. Non, alhamdoulilah, avec le président avec lequel on est, oui, c'est un gars de l'aviron, c'est-à-dire on n'a pas eu de problème avec lui, il nous suit, mtabba'na. Sachant que je tiens juste à préciser qu'on est une fédération où nous gérons 2 disciplines olympiques. On a l'aviron et le canoë. Donc c'est ce qui rend un peu notre travail plus ou moins difficile. Mohamed Riyad, vous avez l'habitude de travailler avec des hommes et à partir de 2016, vous êtes tout de suite adapté? Moi personnellement, j'ai pas de problème avec ça. On a eu des entraîneurs bulgares femmes, donc c'est pas un problème. On sait que la femme, elle est aussi compétente que l'homme, donc c'est pas un problème de sexe, c'est beaucoup plus un problème de compétence. Si la compétence est là, on s'en fout. Hein. Et c'est bientôt le 8 mars. Inch'Allah. Voilà. Une bonne manière de planter le décor de cette fête mondiale. Allez, juste pour revenir à la compétition nationale, depuis la décision de réouvrir les salles pour les sports collectifs, eh bien, ça a fait le bonheur de beaucoup de clubs, même si sur le plan financier, ce n'est pas facile à gérer. Le GS Pétrolier, le club le plus structuré, on va dire, et qui a le plus de moyens et qui est le plus stable, on va dire, s'entraîne. Et en basketball, l'équipe de Sofiane Boulahia, le duo Sofiane Boulahia et Harouni Farjallah, se prépare dans la salle de Hydra. Linda Tboul leur a rendu visite. Après la reprise des sports individuels en plein air, c'est au tour des sports en salle. Les basketteurs du groupement sportif des pétroliers étaient heureux de retrouver le parquet des salles. Donc alhamdulillah, أنا شفنا باللي فتحوا لي صال وإن شاء الله تبدأ الشامبيونة. هذه حاجة اللي تشجعنا باش نعاودوا نبداو التحضيرات تاعنا وإن شاء الله يكون خير لقدام. لا ريبريز اللي كانت عندنا صعيبة شوية لأن من شهر مارس 2020 حتى الآن قريب سنة صعب الشيء لأن اللاعبين كانوا يتمرنوا وحدهم دونك سي ديفيسيل دونك لقينا لي جوار سي تو طافي نورمال لقيناهم فيزيكمون فيد ما كانش ابلا اون ايسي دو ريبروند تو دوسمون. Les coéquipiers de Dqish Abdeslam travaillent d'arrache-pied pour retrouver leur niveau. On essaye d'organiser des matchs entre nos athlètes, des matchs contre des équipes, par exemple les militaires, ils se préparent, la gendarmerie nationale ils se préparent, donc c'est ça. وما ننساوش ثاني المجمع البترولي حنا كان عندنا نيشيونس شامبيون دافريك دي كلوب كنا متأهلين باش نلعبوها في رواندا ولكن مع الكوفيد هدايا طانولات دونك حنا توجور عندنا هذا لوبجيكتيف هدايا وان شاء الله يكون عندنا وقت باش نتحضروا مليح باش اول شيء البطوله الجزائريه وثاني شيء لهذه البطوله الافريقيه للانديه. Le GSP poursuit sa préparation pour les prochaines échéances internationales en espérant que le championnat national reprenne. Quand tu t'entraînes sans compétition, c'est pas une bonne préparation. Tu t'entraînes sans stage, c'est pas une bonne préparation. Du coup, tout est fermé et tout, donc c'est très dur en fait. C'est très dur. Que le championnat commencera et on pourra jouer au moins 2 mois ou 3 mois. On attend le retour à la compétition, ça nous manque. Nordin Hani, le handball, normalement, c'est pour le 3 et 4 et le basket pour le 17, normalement. Ils se sont réunis hier. Absolument, donc ça va. Vous êtes un voisin de Jamal Erkik. Jamal Erkik, à qui je fais un grand coucou, qui m'a permis, donc, puisque je me suis déplacé vendredi à Temouchent, de me mettre en contact avec les responsables de la section basket de Benissaf, alors M. Oussama, donc, qui m'ont invité donc, à déjeuner. On a déjeuné ensemble. Une équipe de basket. C'est des traditions à Benissaf, le basket. Hein. Oui, et je leur ai promis, donc, en votre nom, qu'on ira faire quelque chose pour eux, parce qu'ils en ont besoin. Donc, je leur fais un grand coucou. Jamal Erkik,
C'est grâce à lui que le Night Basket a continué à survivre. C'est un grand monsieur du basketball algérien. Donc c'est bien de voir ces équipes revenir. Ça nous manquait la compétition, surtout nous qui avons l'habitude d'aller commenter donc, chaque week-end dans les salles. Matchs. Ça nous manque, ça manque aussi aux gens qui aiment ces disciplines. C'est une bonne chose que ça revient. Ça a pris du temps, comme je l'ai toujours dit. On a mis trop de temps à faire revenir. L'essentiel, c'est que ça soit revenu. Dommage que ça tombe avec le renouvellement des fédérations. Oui. Donc, il va y avoir beaucoup de problèmes parce que chacun va promettre quelque chose pour le championnat. Ça peut perturber certaines fédérations. Mais l'essentiel, c'est que les athlètes reviennent à la compétition. D'autant plus que je l'ai toujours dit, dans toutes les disciplines, les sports sont devenus professionnels sans qu'ils le soient sur le papier. Tous les athlètes vivent de leur sport. Surtout. Et ils sont restés plus d'une année sans être payés, alors que c'est leur gagne-pain. Il y a des pères de famille, tant mieux que ça reprenne. Certainement, vous allez défendre cette idée. Bien sûr. Madame la DTN et sur l'entraîneur national. Il faut savoir que... Hormis le football, les autres sports. Les athlètes des autres disciplines, le seul revenu qu'ils ont, c'est quand ils ramènent des médailles africaines ou bien... Des primes de médailles. Ils ont des primes de médailles et quand il n'y a pas de compétition, eh ben, c'est facile à comprendre, les postes sont vides. Comment vous gérez cet aspect ? On essaye tant bien que mal de gérer. Bon, ce n'est pas une discipline professionnelle, donc ils ne perçoivent pas de salaire par leur club ou par la fédération. Donc, mais donc quand même il y avait un manque au niveau compétition, au niveau. On a passé quand même 10 mois. Mois de mars jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 22 décembre où il y a eu sans activité. Je vais vous poser une question, que ce soit à vous ou à Gadeli. Vous avez des athlètes et vous recherchez des résultats. Faire des championnats du monde ou faire des Jeux olympiques, ça demande du travail quotidien. Exactement. De quoi vont-ils vivre alors ces gens-là si on ne les aide pas, si on n'arrive pas à professionnaliser cette discipline? Si Dali Boudina, j'en parle parce que je connais, mais il y en a beaucoup d'autres. Ils sont combien de temps sur leur base Le dernier stage, on était pendant 20 jours en stage. On a des pères de famille qui sont athlètes. Donc ils n'ont pas de rentrée d'argent. C'est ça. Ils ne peuvent pas abandonner leur travail et venir s'entraîner. Ils ne peuvent pas travailler et s'entraîner en même temps. Tout à fait. Donc, tout ça, c'est des problèmes qu'il faut résoudre. Il faut résoudre aussi le sport-études. Il y a plein de facteurs. Oui, il y a plein de facteurs. Pour devenir une vraie nation de sport. Exactement. Ben, ça a été un plaisir de vous recevoir. Dernier mot peut-être pour les prochaines compétitions surtout. Enfin, on attend. Le programme, il est assez chargé pour notre équipe nationale. Donc, on a dans le futur proche, on a une régate qualificative. On aimerait qualifier d'autres athlètes pour les Jeux Olympiques. Donc, ça va se dérouler au mois de mai à Lucerne. Pour Sidalé, Boudina et Kamel Aïdaoud, ils vont participer à la Coupe du Monde, donc dans le cadre de leur préparation. Ils vont avoir plusieurs compétitions et on a un programme suffisamment chargé pour eux, donc pour qu'ils soient prêts le jour J, lors des JO de Tokyo, Inch'Allah. On s'occupe aussi des petites catégories. On aimerait s'occuper de toutes des juniors et des cadets pour avoir une relève, pour pouvoir justement avoir une bonne bon réservoir. Exactement. Je rejoins ce que vient de dire Madame la DTN. Moi, personnellement, je ne m'inquiète pas pour le sommet de la pyramide. C'est beaucoup plus la base qui est difficile à gérer, surtout pendant cette période, parce que faut savoir que chaque club qui a recruté des cadets, des juniors, l'a arrêté pendant 1 an, ils partent. Ils vont faire autre chose, ils vont prendre d'autres habitudes. Et pour reprendre, ça sera difficile. Donc on espère que ça va reprendre le plus tôt possible et beaucoup plus à la base. Inch'Allah, et surtout d'autres résultats. Il faudra former d'autres Gadiri. Garidi. Voilà, Inch'Allah. Inch'Allah, il va y en avoir justement une première au niveau de l'ISTS où il y a eu, d'ailleurs l'ouverture de la discipline aviron, de la spécialité, de la spécialité aviron. Et
dernièrement aussi de la spécialité canoë-kayak. Donc, Inch'Allah, dans le futur, on va avoir des cadres du sport dans la spécialité. Merci, Madame Assia. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup. Madame Assia Sadri, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Garidi, Mohamed Riyad, entraîneur national. Merci pour l'invitation et bien. Voilà, et bon vent surtout pour votre discipline et d'autres résultats probants pour l'avenir. Le jingle Interactu et on se retrouve juste après. L'actualité internationale, comme chaque lundi, nous est résumée par Sid Ahmed Bouraïb, à commencer par celle des Jeux Olympiques. Le président du comité international olympique Thomas Bach a attribué ce mercredi à l'issue du comité exécutif du CIO le statut de candidat préférentiel à la ville australienne de Brisbane pour l'organisation des Jeux olympiques 2032. Un dialogue ciblé sera d'ailleurs entamé lors des prochains jours avec les autorités locales et le comité olympique australien, selon les dires du patron de la plus grande organisation sportive au monde. Lors des travaux de la même assemblée, la nouvelle présidente du comité d'organisation de Tokyo 2020, Hashimoto Seiko, a été chaleureusement accueillie. Elle a notamment présenté ses priorités pour une bonne organisation des Olympiades. La situation qui prévaut au sein de la Fédération internationale d'haltérophilie a été également au programme. Le CIO n'a pas caché ses inquiétudes dans le domaine de la gouvernance et de la lutte antidopage. L'haltérophilie risquerait l'exclusion des JO de 2024 prévus à Paris. La légende vivante du golf Tiger Woods, victime d'un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie la semaine dernière, a subi une opération chirurgicale réussie à la jambe selon son entourage. Les enquêteurs préconisent la thèse d'un endormissement au volant plutôt qu'une perte de contrôle du véhicule. Selon les experts, Woods ne pourra reprendre les entraînements avant au moins une année. La Fédération américaine de football a officiellement abrogé samedi une règle controversée interdisant aux joueurs de s'agenouiller pendant l'hymne national, après un vote de l'ensemble de ses membres lors de son assemblée annuelle. Cette règle avait été introduite en 2017 après que la star féminine Megan Rapinoe s'était agenouillée pendant l'hymne lors d'un match international en septembre 2016, en solidarité avec l'ancien star de la NFL Colin Kaepernick, qui l'avait fait un mois plus tôt pour dénoncer les violences policières sur les Noirs. Expliquant la décision d'abroger la règle l'année dernière, la fédération américaine avait déclaré que celle-ci était mauvaise et qu'elle reflétait l'incapacité de la fédération à répondre aux préoccupations des Noirs et des autres minorités. Voilà, c'était les brèves internationales signées Sid Ahmed Bouraïb. Deuxième partie et fin de ce 17e numéro. On va revenir sur un aspect important qu'a choisi pour nous notre collègue Fatah Abada qui est avec nous et qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Fatah, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nordin. Notre ami Fatah Abada qui a la double casquette journaliste et médecin donc, de formation et qui s'est intéressé surtout à l'aspect inactivité durant les mois de confinement et les blessures chez le sportif. En effet, Mokhtar, c'est suite aux nombreuses couvertures, au suivi du quotidien de l'athlète qu'on a remarqué qu'en ce début de saison, disons on est presque à la mi-saison, il y a eu une recrudescence, il y a eu beaucoup de blessures, ce qu'on ne voyait pas durant les saisons précédentes, et on s'est posé la question. C'est vrai qu'en tant que médecin, j'ai un petit peu la réponse, mais bon, il y a des spécialistes quand même, et c'est pour ça qu'on s'est déplacé au niveau du CNMS pour avoir, on a eu tout le staff, d'ailleurs on tient à remercier M. Bouzorora qui nous reçoit toujours, disponibilité. Oui, toute sa disponibilité avec toute son équipe, tous les médecins qui sont là-bas. On a posé toutes les questions, on a pu avoir des réponses précises. C'est pour expliquer aux téléspectateurs, expliquer à tout le monde, parce qu'en fait, ça concerne tout le monde, Mokhtar. Ça concerne le sportif du vendredi, ça concerne les athlètes moyens et ça concerne aussi les athlètes de performance. Et le Centre national de médecine sportive qui est équipé de tous les équipements. Ah, tout à fait, tout à fait. On a eu d'ailleurs à rencontrer des athlètes, on a eu à rencontrer des sportifs qui sont en période de rééducation et qui ont parlé de l'excellente prise en charge au sein du CNMS. Très bien. Et vous avez, Nordin Hani, un aspect important qu'il fallait développer. On n'a pas pu le développer et il a fallu notre ami Fatah Abada pour en parler. Sur les blessures, vous parlez des... Sur la relation entre la longue période de confinement et les blessures.
Mais c'est très important, donc on en avait parlé déjà sans rentrer dans le côté scientifique, mais un organisme qui est habitué à avoir en permanence donc, de l'activité, et puis il y a un frein brusque, parce qu'il y a eu un frein brusque. En fait, Nourdine, tu as raison, parce que cette question, justement, on l'a posée aux médecins, et les blessures sont multifactorielles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs. Mais le premier facteur, et tout le monde est unanime à dire ça, c'est la longue période d'arrêt. La longue période d'arrêt qui a duré 8 mois. En fait, il y a des médecins qui disent, Mokhtar, que le corps humain, c'est comme la machine. Et le sport, si tu veux, c'est un effort auquel le corps doit s'habituer. C'est comme tu le programmes. Il y a des étapes pour commencer. Malheureusement, les conditions n'ont pas permis aux athlètes. D'abord, ils ne savaient pas quand c'est qu'ils allaient reprendre, et ça, c'était très difficile. Et quand ils ont reçu leur programme, ils n'ont pas pu suivre les étapes bien comme il faut. Et il y a eu beaucoup de blessures, notamment pour les footballeurs. Absolument. Il fallait rentrer rapidement dans le bain de la compétition. Tout à fait. Moi, personnellement, j'en ai vu, sur les 15 journées de championnat, j'en ai vu une vingtaine de visu. Carrément. C'était musculaire et tendineux. Ah oui, c'est absolument. Il y a Mokhtar ça. Il y a eu le facteur nutritionnel, Nourdine. Il y a eu le relâchement. L'hygiène de vie, c'est ça. Le relâchement, il ne se nourrissait pas et il ne savait pas comment se comporter durant cette période. Et vous avez posé la question aux spécialistes, donc les médecins du CNMS, et vous êtes revenu avec ces réponses. Donc effectivement, nous avons le même constat. Il y a effectivement une recrudescence des blessures sportives. En général, on voit ça plutôt en fin de saison et non pas en début de saison. Donc par rapport à cette saison, il y a quand même une différence de répartition des lésions musculaires et tendineuses. En fait, il y a vraiment un souci par rapport à la longue durée d'arrêt. Il y a eu un impact sur le plan donc, physique, sur le plan moral et sur la performance des athlètes. Lorsqu'on s'arrête pendant une longue durée, il y a une désadaptation cardio-pulmonaire et une désadaptation au niveau unitaire, au niveau du muscle lui-même et du tendon lui-même. Ce qui s'est passé cette année avec donc, la pandémie et le long confinement, l'arrêt de la saison sportive, c'est que les athlètes n'avaient même pas donc, de perspective. Ils ne savaient même pas quand est-ce qu'ils allaient reprendre. Donc il y a eu un relâchement sur le plan nutritionnel, sur le plan physique et il y a eu réellement un laisser-aller des athlètes, surtout pour les sports collectifs, parce que d'habitude, c'est des sports où l'entraîneur est derrière vous, où l'entraînement se fait vraiment en groupe. C'était compliqué pour que l'athlète commence un entraînement individuel et qu'il reprenne tout doucement, tout seul. Cette phase était un petit peu compliquée pour les athlètes, donc la plupart d'entre eux étaient à l'arrêt voilà, prolongé. Donc il y a eu une désadaptation cardio-pulmonaire et une désadaptation au niveau musculaire et tendineux. Mais la plupart des athlètes en fait, ont carrément arrêté les entraînements. Et donc, vous savez que quand un athlète s'arrête de s'entraîner pendant un certain temps, tout acquis par rapport à son endurance ou par rapport à sa préparation physique ou par rapport à son renforcement musculaire, par rapport à toute sa préparation physique, est perdu. Voilà, au bout d'un certain temps, tout acquis est perdu. Au moment de reprendre donc, la saison sportive, la plupart des athlètes n'ont pas respecté la progressivité et la préparation physique générale de tout début de saison sportive. Tout le monde était impatient de reprendre et certains athlètes ont brûlé au fait les étapes. Donc au lieu de passer par leur préparation physique générale, de préparer leur corps, parce qu'un corps, quand on lui demande au fait de faire des gestes techniques qui ne sont pas donc l'apanage de monsieur et madame tout le monde, il faut préparer le corps, il faut préparer le muscle. En fait, le corps, c'est un peu comme une machine. Il faut la préparer à encaisser tous les traumatismes, parce que le sport est une sorte de traumatisme. Oui, à part déjà qu'ils ont été déjà plusieurs athlètes, une grande partie de ces athlètes ont été touchés par le Covid, même si la plupart d'eux étaient asymptomatiques. Donc il fallait les suivre, il fallait à chaque fois leur faire les tests et les remettre dans le bain des entraînements et de la préparation.
Les blessures, on s'attendait parce qu'après une telle rupture des entraînements, on a eu quelques blessures musculaires, blessures ligamentaires, mais ils ont été bien pris en charge car le centre était pendant cette pandémie plus avec ses athlètes qualifiables car ils représentent l'Algérie et le centre est à vocation pour ses athlètes d'élite en premier. Non, c'est plus la coupure. Parce que la préparation, je pense que leurs coachs sont entraînés, sont habitués à préparer des athlètes d'élite. C'est plutôt la coupure qui a affecté nos athlètes. Ah, tout le monde s'accorde à dire que cette coupure a été donc. Tout à fait, c'était la réponse. Oui, tout à fait, c'était la réponse qui revenait le plus. C'est vrai que je disais c'était multifactoriel. Il y a la nutrition, il y a le. Mais c'est surtout la coupure qui a causé ça. C'est comme une voiture, si vous la laissez longtemps à l'arrêt, il faut de temps en temps venir la faire. Absolument, c'est exactement ça. Et c'est ce que disait docteur Boutaba, que je remercie d'ailleurs. Elle expliquait que, en fait, le sport en lui-même, c'est entre guillemets un traumatisme. Et on devait préparer le corps à encaisser ce traumatisme. Il y a des micro-saignements. Tout à fait. Avec tout à fait, c'est exactement ça. Un jour de chance pour vous, puisque vous avez rencontré les champions. Oui, oui, c'est un jour de chance. Mais en fait, ça aurait été n'importe quel jour. Finalement, ils sont là-bas tous les jours. Oui. Tous les jours, notamment l'Arbi Bourada et aussi Ayman Toueri, qui sont deux champions qui ne sont plus à présenter. C'est deux cas un petit peu différents. En fait, l'Arbi Bourada, sa blessure est récente. Oui. Et heureusement qu'il a trouvé le CNMS pour lui montrer les étapes pour récupérer de cette blessure. Et revenir à l'entraînement. Absolument, et revenir rapidement. Contrairement à Toueri, qui a eu une blessure quand même assez ancienne, mais c'est en fait le confinement, cette pandémie-là et le confinement qui l'a empêché de faire sa rééducation après son intervention. On va les écouter. On va les écouter à votre micro. d'Afrique 2018 في مصر كانت عندي شامبيونات d'Afrique. لا بليسير تاعي كانت على مستوى الركبه وين عندي طوندورو تيليان كانت فيه قطع شويه ريبتير بارسيال وين خلاتني نوبيري عليها اوبيريت ومن بعد ريحت 45 يوم عاود وليت جيت لهنايا للسي ان ام اس السونتر هذا باش نعاود ندير اعاده تاهيل الحركي. كما قلت لك لا بليسير تاعي كانت صعيبه شويه باسكو حنا لاتيروفيلي سي سبور صعيب شويه وين لا بليسير تاعو صغيره كاع كبيره بالنسبه لسبور واحد اخر دونك الحمد لله على كل حال دوكا انا نعاود رجعت عاودوا فتحوا لنا تاع كوفيد هذه باش بالبافات وكاع رانا روبرينين لا ريديكاسيون تاعنا وان شاء الله فيها خير. نعالجوا في نفسنا لانه صارت لي بتي ديشير في الالعاب القوى اللي درنا منافسه صارت في 2 فيفري داخل المجمع العسكري. عملت منافسه تمك لا باس فيها في 60 متر حواجز. بعدها صارت لي اصابه في القوس بيزانه اللي خلتني حبست حوالي بكره من 2 فيفري وانا ندرب حاجه خفيفه ونسواني هنا في السينما ماس. رانا نعالجوا في نفسنا باش نكونوا حاضرين في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله اللي راح تجرى في طوكيو. الحمد لله انا العام هذا مانيش مقلق من الاصابه هذه لانه العام هذا بديت شويه بكري في البريباراسيون تاعي الحمد لله دونك مانيش مقلق. رانا نعالجوا في نفسنا برك نسيو برك نكونوا حاضرين برك في البطوله الافريقيه اللي راح تجرى هنا في الجزائر اللي راح تجرى في وهران ان شاء الله. ونسيو نحقق الحد الادنى باش نكون حاضر في الالعاب الاولمبيه. Voilà, le CNMS qui continue d'offrir tous les moyens pour nos athlètes pour se préparer. Et c'est les athlètes eux-mêmes qui le disent. Heureusement que nous avons le CNMS qui fait un travail titanesque, aussi bien pour la récupération que pour la rééducation et la reprise progressive de nos athlètes. Et nos remerciements à tout le corps médical et surtout la direction du CNMS. Nordin Hani, merci. On se retrouve lundi prochain. Merci Fatah Abada. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7. À leur tête, voilà, j'y arrive, notre réalisatrice, donc Amal Ben Batouche. Pas eu d'erreur. Et notre script, Youssef Issaad et tous les techniciens du studio numéro 7. On se retrouve lundi prochain.